Futur pilote du LM, bonjour à toi. Bienvenue sur ce module de la formation de pilote du LM 3 axes. Nous abordons ici la partie 2 du module S01.1 qui traite de la gestion des erreurs et des menaces, appelée aussi TEM en anglais. Après avoir pris le temps de comprendre les concepts d'erreurs, de menaces et de barrières de sécurité, dans cette seconde partie, nous poursuivrons l'illustration du TEM avec des exemples concrets de barrières de sécurité mises en place en aviation, à savoir les barrières procédurales comme les checklists et les briefings, la gestion de la charge mentale à travers le principe de priorisation, de la planification d'alternatives, les routines de calcul, puis on terminera avec les clés de l'observation à travers la veille du ciel et de la fréquence radio. Nous allons voir ici tout un ensemble de bonnes pratiques qui compléteront tes compétences en vol et que tu devras développer tout au long de ta progression en arrière-plan des leçons de pilotage. C'est ce que l'on appelle les compétences non techniques. Allez, bon visionnage. La gestion proactive des erreurs et des menaces passe par l'utilisation rigoureuse de tes barrières procédurales, les checklists, les briefings et la planification alternative. Ne jamais se mettre sous la pression temporelle. Tant qu'on est au sol, on peut annuler le décollage. Une fois qu'on est en l'air, on peut différer l'atterrissage. Les checklists sont des barrières contre les erreurs de mémoire et les omissions. Elles doivent être lues et exécutées exhaustivement à chaque fois, même lors d'un vol de routine. Commençons par des checklists spécifiques aux opérations au sol. On débute logiquement avec les checklists avant mise en route. La visite pré-vol et l'inspection moteur sont décrites dans la vidéo briefing M01.2. Elles sont destinées à te permettre de décider très en amont de ne pas engager le vol en cas d'incertitude technique sur la machine. La checklist mise en route est illustrée dans la vidéo M02.3. Elle est destinée à protéger le moteur et s'assurer que tous les systèmes fonctionnent avant de décider de partir. Elle protège aussi les piétons autour de l'ULM. Tant que le vol n'a pas débuté, on a tout loisir de l'annuler. Dans la chronologie du vol, on trouve ensuite une checklist avant décollage. C'est la phase critique car tout s'accélère ensuite. Tu la trouveras au briefing M05.2. Elle comporte volontairement plusieurs redondances de points de contrôle, des battements de commande, fermeture de porte, ouverture de réservoir, température, etc. En annexe, nous te proposerons une fiche résumée qui comportera notamment une checklist avant décollage élémentaire fondée sur le moyen mémotechnique achevé. La suite des checklists se passe en vol. On parle alors de checklists mémorielles et on doit les dérouler de tête car en vol, on a les mains généralement occupées. 3 checklists mémorielles sont conseillées en circuit de piste. La première checklist concerne l'alignement et le décollage. Une fois aligné sur la piste, tu contrôles d'un dernier regard la manche à air pour connaître le dernier vent et t'assurer qu'il est compatible avec le décollage. Puis après la mise de gaz, ton cerveau doit s'organiser efficacement pour vérifier et annoncer à voix haute dans le cockpit « Puissance disponible ». Cela veut dire que le nombre de tours minimum au décollage est atteint. Puis tu annonces « Badin actif ». Cela veut dire que ton anémomètre paraît bien fonctionner quand la vitesse augmente. Ensuite, tu contrôles l'anémomètre jusqu'à atteindre la vitesse de décollage. Tu peux annoncer « Vitesse de rotation ». Si cette vitesse n'est pas atteinte, avant une certaine distance d'accélération, à déterminer avant le vol, il faut stopper le décollage impérativement. Cette checklist mémorielle nous aide donc à prendre une décision d'annulation jusqu'à la dernière seconde avant que l'appareil ne quitte le sol. Une autre checklist est à connaître de tête et à réaliser en vente arrière pour confirmer qu'on est bien configuré en vue de l'atterrissage. En annexe, tu trouveras une fiche téléchargeable de checklist TVCSR, facile à mémoriser avec le mémo « Tout va comme sur des roulettes ». La troisième checklist mémorielle se situe en courte finale autour de 100 pieds sol, pour envisager une interruption de l'approche. On se pose les questions suivantes. Je suis sur l'axe. Je suis sur le bon plan de descente, la piste est dégagée. Je poursuis l'atterrissage. En cas de réponse non à l'une de ces questions, tu remets les gaz. Là aussi, la checklist est là pour une prise de décision avant de continuer ou de renoncer à l'atterrissage. On n'est pas en planeur, donc l'atterrissage n'est pas inexorable.
En vol, les événements s'enchaînent vite et la charge mentale est élevée. Tu dois avoir déjà prévisualisé dans ton esprit le déroulé complet de ton vol si tu veux pouvoir suivre le rythme des événements. On doit régulièrement refaire le point sur l'avancement du vol pour confirmer si on est en phase avec les événements et se préparer aux étapes suivantes. Le but des briefings est d'activer les actions réflexes ou les informations essentielles du projet de vol pour configurer l'esprit du pilote afin de le rendre efficace quand le vol s'accélère. C'est pour cela que l'on prévoit plusieurs briefings intermédiaires adaptés à chaque phase. On verra les briefings spécifiques aux navigations au cours des modules M20 à 24. Ici, on se consacrera sur les briefings autour du terrain. Le premier briefing du vol est une parenthèse dans la procédure de démarrage moteur. C'est le briefing avant mise en route qui consiste à se remémorer les principales informations clés du vol. On en tire des conclusions sur les stratégies identifiées pour contenir les menaces, quelle que soit la complexité du vol du jour. Cette phase de préparation se fait idéalement porte fermée, ce qui te coupe du monde extérieur et a un rôle psychologique essentiel. C'est l'effet de bulle. Pour l'essentiel, on révise le numéro de piste, le point d'attente, la force et l'orientation du vent, le choix des premières fréquences mémorisées, le programme du vol envisagé, destination, plan de vol éventuel, premier repère en route, organisme à contacter une fois hors du circuit ou la zone de travail s'il s'agit d'un vol local, le temps de vol ou le devis de carburant, et tu t'assures que le passager est bien briefé et à l'aise. Ensuite, on se remémore les menaces du jour que l'on est supposé avoir déjà préparées lors de la phase de briefing au sol. Un autre briefing essentiel consiste à activer ta mémoire au sujet des procédures à appliquer en cas de panne au décollage. L'apparition d'une panne au moment du décollage doit être envisagée avant chaque vol. On se répète donc avant l'alignement les actions réflexes et l'enchaînement des décisions. Nous reverrons ce briefing mémoriel dans la leçon sur la gestion des pannes M12.1. Une excellente gestion des erreurs et des menaces implique de prévoir des solutions de rechange. Elle nécessite une analyse préalable des menaces potentielles du vol. Typiquement, cela consiste à étudier à l'avance les actualités d'espace aérien sur le terrain et la navigation, comme les NOTAM ou les SUPAIP, les dangers météo, vent fort ou de travers, intempéries, brouillard, température haute ou basse, risque de givrage, etc. Les facteurs techniques locaux comme la pente de la piste, des zones d'habitation à éviter, l'altitude du terrain qui, combinée à la chaleur, peut changer la stratégie de décollage. Des activités particulières sur le terrain, comme une forte affluence, la présence d'oiseaux. Les particularités techniques de la machine ou du vol, comme par exemple l'utilisation d'un réservoir secondaire auquel tu n'es pas habitué. Ou tout simplement la présence d'un passager qui, même s'il est très calme, aura par sa simple présence un effet distrayant et perturbateur. Dans le bloc de leçons sur la navigation, nous insisterons sur les méthodes de préparation dites moyen terme et court terme du vol. Mais certains fondamentaux sont obligatoires dès les vols d'école en local. La préparation du vol passe par les points suivants. Le devis de carburant, qui est décrit dans la vidéo T01.2, le bilan de masse et centrage, décrit dans la vidéo T01.3, la détermination d'un terrain de dégagement, ce qui permet d'identifier les aérodromes à porter en cas de mauvaise météo en route ou de problèmes techniques. L'identification de cheminements alternatifs, cela consiste à avoir une ou plusieurs routes secondaires en tête si ton cheminement principal devient encombré ou fermé. Il faut toujours des portes de sortie, c'est-à-dire qu'il faut avoir prévu des barrières de sécurité sous forme de solutions alternatives, pensées dès la préparation du vol. Une charge de travail élevée augmente le risque d'erreur car ton cerveau opte pour des procédures simplifiées afin d'accélérer l'analyse. Attention quand même, ton cerveau fera aussi des erreurs dans un contexte connu, par l'effet de routine. Il sautera des étapes pour aller à des solutions déjà vues et tu omettras les vérifications. Pour éviter les erreurs, il faut faire le plein d'informations au sol. Météo, NOTAM, connaissance du terrain, etc. Mais attention, pour que ces infos te servent, elles doivent pouvoir être mobilisées rapidement. Il faut donc préparer ton cockpit et tes documents. Carte prépliée, fréquence radio préaffichée, log de nav propre et facile à relire, stylo à portée, tablette GPS chargée, etc. Une autre problématique importante avec la charge mentale est la gestion du stress. Les situations de doute, comme un égarement momentané durant la navigation, déclenchent très vite un état de stress du pilote.
Si tu te retrouves dans une telle situation, tu constateras rapidement une dégradation sensible de tes capacités d'analyse et de calcul. Par exemple, calculer un simple temps de vol entre 2 points devient presque impossible. On cafouille, on se perd dans ces opérations et le stress s'aggrave encore. Le stress le plus intense est logiquement atteint en situation d'urgence, par exemple sur un arrêt moteur. Une bonne connaissance de la procédure d'urgence est donc nécessaire et on doit s'y entraîner régulièrement pour rester efficace. C'est une procédure mémorielle. Dans ce type de situation, il faut impérativement organiser tes décisions selon un schéma simple et centré sur les essentiels. On utilise la doctrine PNC, c'est-à-dire piloter, naviguer, communiquer, dans cet ordre et pas un autre. La priorité absolue, c'est toujours de piloter, de garder le contrôle de l'appareil. Inclinaison, assiette et vitesse. En cas de stress, tu lâches la radio ou la carte et tu recentres ton attention sur le pilotage. Par exemple, si tu es confronté à une panne moteur, ta première action est de piquer un peu pour rejoindre la vitesse de finesse maximale. Pas de dire panne 3 fois à la radio. Si tu estimes ne pas en avoir le temps, la procédure de redémarrage peut s'avérer inutile et tu passeras directement à l'atterrissage en campagne. Cette décision est dictée par le principe de priorité. Quand les paramètres de pilotage sont stabilisés, on peut consacrer du temps à l'item naviguer. Il s'agit de maintenir sa trajectoire et sa conscience de la situation. Dans le cas d'une panne moteur, naviguer consiste à identifier la meilleure zone posable à portée de vol plané. Et communiquer n'arrive qu'en dernier. On verra cela en détail dans la leçon M13.1. Pour limiter la dégradation des capacités mentales sous l'effet du stress, il est important de développer des outils de calcul rapides, bien que peu précis, pour réussir à valider les ordres de grandeur principaux du vol. Ces estimations sont difficiles à faire en vol si on ne les simplifie pas à l'avance. Tu trouveras l'outil facteur de base dans les leçons sur la navigation. Il permet de déduire des temps de vol en fonction de la vitesse de croisière, mais ramené à l'échelle de la minute pour passer facilement de la distance au temps et du temps à la distance. Connaître le taux de montée ou de descente standard de ton appareil en pieds par minute te permettra de convertir rapidement des hauteurs en temps. Savoir rapidement estimer ton autonomie restante peut être très important dans le cadre d'un déroutement. Il est alors beaucoup plus simple de calculer en connaissant la consommation de ton appareil en litres par minute pour trouver rapidement la distance franchissable. On verra cela dans la vidéo M23.1. La dernière ligne de défense est souvent d'avoir conscience de la situation, donc de voir ou entendre annoncer à la radio les dangers environnants. Ce peut être des conditions de vol qui se dégradent ou d'autres aéronefs qui évoluent à proximité. L'ULM évolue souvent dans des zones non contrôlées. La responsabilité de séparation t'incombe alors. C'est la fameuse règle voir et éviter. Pour voir correctement un autre aéronef, tu dois assurer un balayage visuel méthodique. Il faut balayer l'horizon. C'est là que se situent les appareils susceptibles de croiser de près ta trajectoire. Mais la règle voir et éviter n'est jamais aussi efficace que quand on cherche avec les oreilles. C'est-à-dire que ton regard se porte là où tu sais qu'un avion se trouve, car tu l'as entendu s'annoncer à la radio, et tu as compris la trajectoire qu'il suit grâce à ta connaissance des circuits. C'est pour cela qu'il faut connaître et utiliser les fréquences de trafic locales, même sur des terrains non dotés de fréquences spécifiques. Rappelle-toi notamment que pour les terrains ULM, c'est 125 décimales 335. Et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à répéter ta position et à faire confirmer la sienne à l'autre appareil. Socats, ULM Fox Juliet Yankee en milieu de branche vent arrière 21 900 pieds. Je n'ai pas visuel sur l'autre appareil en vent arrière. Fox Tango Alpha, vous m'avez en visuel? Pour améliorer ta compréhension des messages et voir venir les situations potentiellement conflictuelles, il est essentiel de bien étudier les fiches terrain ou les cartes VAC. Enfin, pour être parfaitement vu et bien voir les autres, l'usage des feux de signalisation est une sécurité énorme. Par exemple, si tu penses à allumer ton phare d'atterrissage, tu as moins de chances de voir un appareil s'aligner sur la piste alors que tu arrives en finale. Tous les ULM n'en sont pas équipés, mais le transpondeur est une solution de surveillance efficace. Si tu es sur le code 7000 transpondeur actif, même sans avoir un contact radio avec un lessivé, le contrôleur pourra informer d'autres pilotes de ta trajectoire. Voir et éviter, c'est aussi être vu. Le TEM n'est pas une liste de règles restrictives.
C'est un état d'esprit proactif, accompagné d'une démarche d'amélioration continue du pilote, qui apprend de ses erreurs en les analysant et des erreurs des autres en lisant des news de sécurité, des rex, des comptes rendus d'accidents. Tu dois te convaincre que les menaces sont fréquentes et que les erreurs font partie du fonctionnement de l'être humain. Et c'est normal, il faut donc fonctionner avec cette réalité. Heureusement, aucune erreur ne conduit seule à l'accident. Donc si tu restes rigoureux sur les marges de sécurité qu'on t'enseigne, tu auras le droit à l'erreur. Le point essentiel à retenir est de systématiquement consacrer du temps à l'autocritique. Après chaque vol, demande-toi « Quelles menaces ai-je rencontrées ? Ai-je fait des erreurs ? Les ai-je corrigées à temps ? Comment aurais-je pu mieux les gérer ?» Chaque vol est un apprentissage, ce qui développe ton sens de l'air et t'aide à mieux appréhender les prochaines situations toujours inattendues. Allez, maintenant tu es briefé sur la gestion des erreurs et des menaces. Bon vol à toi.